c'est-à-dire tout Congolais, excusez-moi d'être un peu brut, tout Congolais qui aujourd'hui accepte les arguments que le gouvernement congolais avance, du genre il y a manque de moyens, c'est ce manque de moyens qui fait qu'on n'ait pas l'eau, qu'on n'ait pas l'électricité. Ce Congolais est malade mentalement. Carme. Excuse-moi un peu d'être. Oui, il est malade mentalement. Il souffre, il doit souffrir d'un trouble de comportement. Parce que nous savons tous dans ces pays combien de milliards ont été dépensés pour que le Congo, le Congolais ait l'eau et l'électricité. Il y avait, pour ceux qui étaient censés créer la société, euh, la Congolaise des eaux, donc en sigle LCD, il y avait Gilbert Ondongo, représentant de l'État, c'est-à-dire la présence de Gilbert Ondongo auprès de ces notaires qui est donc Maître Chimène Nina Pongui. Son cabinet se situe C'est dans les maisons de Soprime. vous avez dit, oui. Voilà. Et il y avait monsieur, dans le cas de l'électricité, excusez-moi, il y avait monsieur Valentin René Mbemba, nous avons parlé la fois passée, conseiller au niveau de la présidence. Il y avait monsieur Jean-Jacques Ikama, dans ces temps aussi conseiller, aujourd'hui il doit être directeur d'un machin qu'on a créé pour le trading du pétrole ou quoi là. Tout ce qu'eux ils créent. Et monsieur Gaston Ondoka, dans ces temps, il devait être directeur de la recherche scientifique. Monsieur Mesma Eloge Kumba, il devait travailler à la primature avec le défunt Premier ministre Clément Mwamba. Monsieur Zachary Mekemo travaillait jusqu'à aujourd'hui, continuait à travailler avec le ministre Jean-Jacques Bouya aux grands travaux. Monsieur Yannick Lionel Nkodia, dans ces temps, il était directeur de cabinet du ministre Zonaba. Donc, le projet, les deux projets de loi pour la dissolution, c'est eux qui ont travaillé. C'est le cabinet du ministre Zonaba qui ont travaillé sur les deux projets. Et donc, vous constatez que les gens qui ont travaillé sur le projet de la dissolution des deux sociétés, mais c'est les mêmes personnes qui se retrouvent des actionnaires pendant la création. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. On ne le rappellera jamais assez que le droit à l'eau est garanti par le droit international des droits de l'homme, un droit qui se décompose lui-même en plusieurs libertés visant notamment à assurer la protection contre les coupures arbitraires et illégales, l'interdiction de polluer les sources en eau, la non-discrimination dans l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, notamment en fonction du logement ou du statut. Les États sont donc tenus de veiller à ce que chacun ait accès à un approvisionnement suffisant en eau potable pour les usages personnels et domestiques, à savoir boissons, assainissement individuel, lavage du linge, préparation des aliments, hygiène personnelle et domestique. Ils sont également tenus non seulement de garantir progressivement l'accès à des installations sanitaires appropriées, lesquels constituent un élément fondamental de la dignité humaine et de la vie privée, mais aussi de veiller à la qualité de l'approvisionnement à des ressources en eau de boisson. Quand j'ai rappelé tout ceci, mesdames, messieurs, vous avez probablement compris l'intérêt pour nous d'insister sur la problématique d'accès à l'eau potable au Congo-Brazzaville, un droit que le gouvernement congolais semble ignorer ses obligations. Si l'eau, c'est la vie, comme le sait tout le monde, priver de l'eau à une population, c'est lui priver la vie. Qu'en est-il donc de cette réalité au Congo-Brazzaville, l'accès à l'eau potable? Je vous propose de suivre ce reportage. Ensuite, nous reviendrons sur le plateau pour que je vous présente notre invité. Suivez. L'approvisionnement en eau potable demeure un véritable parcours du combattant pour ces habitants du quartier Mpissa dans le 2e arrondissement Bas-Congo. On a des pompes, mais ça coule pas. Les autres quartiers, oui, l'eau coule, mais chez nous ici, l'eau ne coule pas. Même les agents de registre de l'eau ne passent pas. On ne reçoit pas des factures, il n'y a rien du tout. Bon, on achète de l'eau.
On donne les bidons chez les gens. Eux, ils partent acheter, je ne sais pas, de l'autre côté de la montagne sainte, ils nous ramènent de l'eau. Mais je ne peux pas poser l'eau au forage. Je ne peux pas au forage, je vais aller puiser l'eau. Le sol là, c'est 25. Le bidon là aussi, c'est 25, 50. S'il y avait l'eau, je peux aller poser l'eau là-bas au forage. Donc, vraiment, c'est compliqué. Et tous les jours, c'est la même chose? Tous les jours. Ça fait déjà 15 jours ici, là, un pissa. L'eau ne coule pas. Tous les jours, je peux dépenser même 500 pour l'eau. Parce que je prends l'eau à boire, c'est 250, 750. La journée à 750. C'est un budget. Selon les informations recueillies sur le terrain, la pénurie d'eau dans ce quartier remonterait à plus de 10 ans. Que faire donc pour autonomiser énergétiquement la Congolaise des eaux? Certains citoyens interrogés ont donné quelques pistes de solutions. Si vraiment il y a des cadres à la LCDE ou la SNDE, je préfère, je crois que les gens ne doivent pas manquer de l'eau. La EKRC doit fournir ses efforts de donner le courant à chaque moment. Et rien n'empêche. Nous avons le barrage du Dieu, nous avons le barrage de Mukukulu, nous avons un peu... Attends, nous sommes entourés de fleuves, nous avons des rivières, mais c'est facile. Le problème de l'électricité, il faudrait que vraiment... C'est des techniciens qui doivent clôturer. Ce n'est qu'eux qui ont toujours l'idée de faire peut-être le choix. Est-ce que si on peut prendre un système d'installer les panneaux ou bien les groupes électrogènes. Bon, quel côté au moins qui pourra nous aider pour qu'on puisse avoir une électricité puissante. Avec des milliers d'abonnés, pourquoi la Congolaise des eaux n'arrive-t-elle pas à s'autonomiser du point de vue de l'énergie? C'est la question que l'on est en droit de se poser. À titre de rappel, lors de sa descente aux installations de EKRC et de la Congolaise des eaux, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso avait souligné, je cite, « Si la pénurie d'eau persiste à Brazzaville, c'est tout simplement parce que la capacité d'électricité que fournit la EKRC ne permet pas à la Congolaise des eaux de faire fonctionner correctement ses machines. » Fin de citation. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi j'ai le plaisir de recevoir de nouveau sur ce plateau Ghislain Odele Kanga, président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. Bonjour Ghislain, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Perrin. Je vais bien, toujours par la grâce de Dieu. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur R7 et merci de votre disponibilité. Alors, vous avez suivi ce reportage. Que vous inspire-t-il dans un pays comme le Congo, Brazzaville, pourtant doté des affluents, des rivières, des fleuves, la mer, etc. Un petit pays de 6 millions d'habitants, richement doté en ressources naturelles et économiques. Quelle explication donner à une telle réalité au Congo-Brazzaville où la population manque de l'eau? Il y a des quartiers entiers qui n'ont pas d'eau depuis 15 ans. L'unique commentaire, quand on regarde ce genre d'images, c'est un crime qu'il faut dénoncer. C'est un crime que nous devons dénoncer, que tout Congolais conscient doit dénoncer. Parce que c'est comme vous venez de le dire, dans un pays comme le Congo, c'est anormal de regarder les populations dans un quartier, dans un arrondissement, manquer de l'eau pendant plus de 10 ans et dans une ville capitale où le président de la République est là. Le gouvernement, les ministres et le premier ministre sont là, les députés et les sénateurs. C'est anormal. Voilà pourquoi s'il y a un commentaire, c'est-à-dire s'il y a une qualification à donner à ces documentaires, à la misère que ces gens sont en train de vivre aujourd'hui, c'est un crime. C'est un crime. Lorsque vous dites que c'est un crime, est-ce que ce n'est pas non plus un manque de moyens ou bon, on parlerait d'incompétence peut-être? Parce que quand vous dites crime, ça veut dire que c'est volontaire. Il faut exprès de ne pas fournir de l'eau aux Congolais, c'est ça? Mais, Monsieur Perrin, aujourd'hui, c'est-à-dire tout Congolais, excusez-moi d'être un peu brut, tout Congolais qui aujourd'hui accepte
les arguments que le gouvernement congolais avance, du genre, il y a manque de moyens, c'est ce manque de moyens qui fait qu'on n'ait pas l'eau, qu'on n'ait pas l'électricité. Ce Congolais est malade mentalement. Carme. Excuse-moi un peu d'être. Oui, il est malade mentalement. Il souffre, il doit souffrir d'un trouble de comportement. Parce que nous savons tous dans ces pays combien de milliards ont été dépensés pour que le Congolais ait l'eau et l'électricité. Récemment, j'ai suivi même une enquête menée par une organisation de la société civile, publier ce que vous consommez, oui. vous payez. Voilà, parmi les rapports qu'ils ont faits, ils ont dit que c'était plus de 170 milliards dépensés. Plus de 170 milliards dépensés entre 2013 à aujourd'hui. Mais entre 2013 à aujourd'hui, voilà, la situation de l'eau n'a jamais été stable, la situation de l'électricité n'a jamais été stable. Donc, tout Congolais aujourd'hui qui accepte les arguments du gouvernement concernant le manque d'eau et le manque de l'électricité est mentalement malade. Est mentalement malade, monsieur le président. Mais le problème de manque. Vous êtes en train de dénoncer, selon vous, c'est quoi concrètement? Il y a quoi derrière? L'objectif, c'est quoi? Lorsqu'on ne veut pas, d'abord, servir de l'eau à la population, alors qu'on a la possibilité, nous l'avons dit tout à l'heure, vous citez même de l'argent qui a été détourné, c'est ça le mot, détourné au ministère de la Santé. Il n'y a pas que ça. Dans ce même pays, nous savons qu'on a dilapidé 14 000 milliards de francs CFA. Il y a des Congolais, et c'est Mathias Nzon qui le rappelait, 5 Congolais, des fonctionnaires d'État, dignitaires du pouvoir, disposent ou détiennent à eux seuls plus de 9 000 milliards dans les banques chinoises. Donc, c'est plus que la dette du Congo. Ça fait l'équivalent de 16 milliards de dollars américains. En dehors de cela, il y a 6 autres qui ont planqué dans les paradis fiscaux 5 500 milliards de francs CFA. Comme quoi, le Congo ne manque pas d'argent. Mais est-ce que c'est un problème finalement d'incompétence? Le compétence, je dirais non. L'incompétence, je dirais non. Je pense que les autorités congolaises sont des hommes et des femmes qui sont compétents. Mais le problème, c'est un peu le manque de volonté et le mépris. Et associé à cela, une politique qu'il faut exécuter. Ça, c'est ma conception personnelle aujourd'hui de la situation. C'est-à-dire garder les Congolais dans la pauvreté, garder les Congolais dans la misère, et nous allons régner avec César et voilà, et les autres comme nous allons continuer à régner et nos enfants vont continuer à régner. Garder le pouvoir, moi j'entends ça très bien. Régner, continuer à régner, j'entends ça, mais régner, continuer à régner et dans le même temps ne pas donner de l'eau qui est, j'allais dire, mais c'est capital, c'est vital, c'est voilà. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais tout le monde sait la place de l'eau dans la vie. Indispensable, dire. Comment, non, posons-nous les bonnes questions peut-être pour trouver les bonnes réponses. Comment un gouvernement normal, avec des hommes et des femmes dits normaux, qui réfléchissent, qui ont c'est-à-dire la capacité intellectuelle, peuvent accepter dans une ville capitale, une partie de la population soit privée de l'eau pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire, ce n'est pas une année, ce n'est pas des ans, on parle de 10 ans. C'est une décennie en fait. Alors, mais non, quel est le mot que nous devons utiliser pour qualifier ces autorités? Est-ce qu'ils sont incompétents? Non, ils ne sont pas incompétents. Ils sont compétents, mais le problème, c'est que, voilà, ils sont en train d'exécuter une politique, l'ère politique. Parce que quand vous regardez seulement ce qui s'est passé pendant ils appellent ça la dissolution de la société ECAREC et LCD, la société SNE et SN2, ils appellent ça dissolution. Mais moi,
nous, au niveau du MCC, nous appelons ça destruction. Quand vous regardez seulement comment ça s'est passé, Monsieur Perrin, vous allez comprendre avec moi que ce n'est pas une question d'incompétence. Ce sont des actes qui sont posés. Si ce n'est pas l'incompétence, voilà. Si ce n'est pas le manque d'argent, ça veut dire que c'est intentionnel. Ils le font intentionnellement, ils privent les Congolais. Oui, c'est intentionnellement que ces gens posent ce genre des actes. C'est-à-dire, alors, regarde, en 2018, ça commence le 2 février 2018. Qu'est-ce qui se passe le 2 février 2018? Les Congolais doivent noter ça. Parce que la fois passée, nous avons fait l'émission, j'ai reçu quelques feedbacks. Les gens disaient, oh non, mais il faut aussi lier ça à des tests à des tests qui régissent le secteur et tout et tout. OK. Si vous permettez, je vais. Aujourd'hui, j'ai des tests ici. Vous avez amené tous les textes pour répondre à ces, pour essayer un peu d'aider certains Congolais. Savoir un peu plus. Mais pardon, juste là, Ondélé Kanga, avant d'arriver là, vous nous disiez la fois dernière que vous avez porté plainte contre la LC2 et le EKRC, c'est comme ça qu'on appelle ça. Quelle est l'évolution de la plainte à la date d'aujourd'hui? Alors, c'est comme ce que j'avais dit la fois passée. On avait reçu l'avis d'audience de la première plainte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déposé ces plaintes. C'est-à-dire une plainte a été déposée le vendredi et l'autre plainte a été déposée le mardi de la semaine qui suivait. Donc, la plainte qui a été déposée le vendredi de la semaine d'avant, c'était la plainte contre la société EKRC. Et cette plainte, nous avons déjà reçu l'avis d'audience. Maintenant, il reste jusqu'à aujourd'hui l'avis d'audience concernant la plainte contre la société LCD. Mais nous savons que ça va sortir. Alors, donc aujourd'hui, il nous reste 19 jours pour aller en procès avec la société EKRC. SNE, pour nous, c'est la société SNE, mais ils appellent ça EKRC parce que nous, personnellement, nous savons que c'est la société SNE qu'on a juste enlevé SNE, on a mis EKRC. Donc, nous serons au tribunal avec eux le 21. Vous expliquez cela. Alors, donc, tout à l'heure, vous parliez des textes et les internautes donc, vous ont interpellé de ce qu'il faut plutôt baser votre argumentaire sur les textes existants. Allons-y. C'est quoi concrètement? Alors qu'est-ce qui se passe en 2018? Les Congolais doivent noter les dates. Tout commence le 2 février 2018. Le 2 février 2018, il y avait un conseil des ministres. Pendant ce conseil des ministres, M. Serge Zonaba, dans ce temps ministre de l'énergie et de l'hydraulique, soumet au conseil des ministres des projets de loi. Ça se passe le 2 février. Soumet au conseil des ministres des projets de loi. Le premier projet de loi concernant la dissolution de la société SNE et le deuxième projet de loi concernant la dissolution de la société SN2. Mais qu'est-ce que M. Zonabia avance comme raison au Conseil des ministres? Il y déclare carrément la faillite de ces deux sociétés suite à la mauvaise gestion. Et donc, l'unique moyen de sauver ces sociétés était pour lui et son cabinet de les dissoudre afin de créer de nouvelles sociétés. Le 2 février. Après examen, le Conseil de ministres adopté. Un conseil adopte, non? Ils adoptent un projet de loi. Donc, le Conseil des ministres a adopté. Ces deux projets de loi sont allés, sont envoyés à l'Assemblée, au Parlement, donc à l'Assemblée et au Sénat. Alors, comme des moutons qui aujourd'hui ont déjà vendu leur indépendance intellectuelle et de réflexion, nos députés, ils ont adopté. Au Sénat, la même chose. Et le 13 juin, les deux lois sont promulguées par le président de la République.
Nous parlons ici de la loi numéro 22, 2018, du 13 juin 2018, portant dissolution de la société, SN, la société SN. Je vais donc proposer à nos téléspectateurs le reportage sur, bien sûr, l'adoption au niveau de l'Assemblée nationale de ce projet de loi qui portait sur la dissolution de ces deux sociétés SNE, avant on appelait ça SNE, SNDE, pour finalement ensuite nous proposer LCDE, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais, et E-caressé. Suivez. Saisi pour délibérer sur les deux projets de loi portant dissolution de la Société nationale d'électricité SNE et de la Société nationale de distribution d'eau SNDE, l'Assemblée nationale a, au cours d'une séance plénière, après 5 heures de débat, approuvé ces textes. Par cette loi, ces deux établissements publics qui ont vu le jour en 1967 et qui ont longtemps évolué en situation de quasi-monopole seront remplacés par deux nouvelles entreprises, créées sous forme de sociétés anonymes avec un conseil d'administration conformément à l'acte uniforme de l'OHADA pour un mode de gestion privé dans un contexte concurrentiel qu'impose la libéralisation de ce secteur d'activité. Lorsqu'on dissout ou lorsqu'on cherche à faire une réforme, c'est parce qu'on se rend compte que les faiblesses ne vont pas dans le sens de la mission qui est donnée à ces sociétés. Donc par rapport à ça, je pense que les faiblesses existent et c'est certainement ces faiblesses qui seront corrigées à travers la nouvelle réforme. Non satisfait par les prestations au plan commercial, managérial, technique et de production, le gouvernement a décidé de leur dissolution en dépit de la résistance observée par certains syndicalistes et agents sur le sort de leur outil de travail. Nous, responsables syndicaux, nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris parce qu'en date du 29, le Premier ministre nous a reçus. Nous lui avons dit des choses avec les mots qu'il fallait. Et lui aussi, à son tour, il nous a dit, en tant qu'homme d'État, que eux, ce sont des gouvernants, nous sommes des gouvernés, et c'est le modèle du gouvernement qui devait être appliqué. Bon, que voulez-vous qu'on fasse ? L'approbation de ces deux textes de loi par le Parlement suivi de leur promulgation par le chef de l'État fait d'ores et déjà rêver les populations qui s'attendent à bénéficier dans un proche avenir d'une électricité de qualité et d'une eau abondante sans risque. Voilà, alors donc vous disiez tout à l'heure, Ghislain de Lekanga, l'Assemblée a adopté, le président a promulgué, les textes sont désormais voilà, en vigueur. Voilà, donc j'ai ici les deux lois. Oui. La première loi était la loi numéro 22-2018 du 13 juin 2018 portant dissolution de la Société nationale de l'électricité. Permettez-moi rapidement de lire, il n'y a que 2 articles. Je vous en prie. Que dit le premier article? La Société nationale de l'électricité créée par la loi numéro 6-67 du 15 juin 1967, telle modifiée par la loi numéro 067/84 du 11 septembre 1984 est dissous. Le deuxième article dit ceci: le patrimoine, écoute bien, M. Perrin, les Congolais doivent bien écouter, le patrimoine, les autres droits et obligations, ainsi que le personnel de la Société nationale de l'électricité dissoute, sont transférés de plein droit à la société de patrimoine à créer conformément aux dispositions de l'acte uniforme OHADA relative aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. C'est la même chose avec la loi, la deuxième loi, qui est donc la loi numéro 23-2018 du 13 juin portant dissolution de la Société nationale de Société nationale de distribution d'eau. Donc, les mêmes arguments. Alors, qu'est-ce qui se passe, M. Perrin? Nous constatons qu'il y a des lois qui ont été prises pour dissoudre les deux sociétés. Un mois après, donc le 7 avril et le 7 août, le secrétariat du gouvernement prend encore des décrets. Le secrétariat du gouvernement prend
des décrets. Le premier décret, c'est le décret numéro 2018-295 du 7 août 2018, portant autorisation de création d'une société anonyme de gestion du patrimoine de l'électricité. Le deuxième décret, c'est le décret 2018-297 du 7 août 2018 portant autorisation de la création d'une société anonyme de gestion du patrimoine d'eau. Monsieur Perrin, le 7 août, et qu'est-ce qui se passe par miracle? C'est-à-dire c'est extraordinaire. Le 14 août, Monsieur Ondongo, ministre d'État de l'économie, l'industrie et du portefeuille public, prend avec lui 12 cadres de la fonction publique. Prend avec lui 12 cadres de la fonction publique. Des gens qui sont des conseillers. La fois passée, nous avons parlé, nous avons cité même leurs noms. J'ai encore leurs noms. Non, mais peut-être qu'il faut citer. Reciter, c'est toujours bien de rappeler parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui n'étaient peut-être pas en ligne le jour. Oui. Il y avait, pour ceux qui étaient censés créer la société, la Congolaise des eaux, donc en sigle LCD, il y avait Gilbert Ondongo, représentant de l'État, c'est-à-dire la présence de Gilbert Ondongo auprès de ses notaires, qui est donc Maître Chimène Nina Pongui. Son cabinet se situe dans les maisons de Soprime. Oui. Voilà. Et il y avait monsieur, dans le cas de l'électricité, excusez-moi, il y avait monsieur Valentin René Mbemba, nous avons parlé la fois passée, conseiller au niveau de la présidence. Il y avait monsieur Jean-Jacques Ikama, dans ces temps aussi conseiller, aujourd'hui il doit être directeur d'un machin qu'on a créé pour le trading du pétrole ou quoi, là. Tout ce qu'eux ils créent. Et monsieur Gaston Ondoka, dans ces temps, il devait être directeur de la recherche scientifique. Monsieur Mesma Eloge Kumba, il devait travailler à la primature avec le défunt Premier ministre Clément Mwamba. Monsieur Zachary Mekemo travaillait jusqu'à aujourd'hui, continue à travailler avec le ministre Jean-Jacques Bouya aux grands travaux. Monsieur Yannick Lionel Nkodia, dans ces temps, il était directeur de cabinet du ministre Zonaba. Donc, le projet, les deux projets de loi pour la dissolution, c'est eux qui ont travaillé. C'est le cabinet du ministre Zonaba qui ont travaillé sur les deux projets. Et donc, vous constatez que les gens qui ont travaillé sur le projet de la dissolution des deux sociétés, mais c'est les mêmes personnes qui se retrouvent des actionnaires pendant la création. En sorte, ils ont usurpé, en fait, ils ont braqué la société, les vieilles sociétés pour en faire les leurs. Puisque là, on comprend bien que c'est eux qui ont conçu ce projet. C'est les mêmes qui se retrouvent comme des nouveaux partenaires, pour dire des nouveaux actionnaires. Et ça veut dire qu'il n'y a pas eu un appel d'offres, c'est ça? Non, mais je viens de lire le décret qui autorise, donc les deux décrets qui autorisent la création des deux sociétés, M. Perrin, ont été promulgués le 7 août. Le 7 août. Maintenant, ces gens, avec le ministre Gilbert Ondongo, se sont présentés chez le notaire le 14 août. Donc, une semaine après la publication du décret qui autorise la création. Alors, il y a eu appel d'offres à quel moment? Mais M. Perrin, laisse-moi peut-être voler. C'est une évidemment, je veux aussi comprendre à ce niveau, c'est important pour nos téléspectateurs. C'est scandaleux parce que, non, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe finalement au Congo-Brazzaville? Alors, donc, on dissout les sociétés, d'accord, on prend des lois pour juste évidemment maquiller les choses, et les mêmes fonctionnaires de l'État congolais sont pas... Qui ont travaillé pour la dissolution. Qui ont travaillé évidemment... C'est-à-dire les mêmes personnes. Sont part de ces sociétés.
et qui n'arrive finalement pas à proposer un meilleur service aux Congolais. Mais c'est un crime, évidemment, comme vous le disiez au départ, c'est un crime. Oui. Et donc, du côté de l'eau, il y a encore M. Gilbert Ondongo qui va toujours au nom de l'État. Parce que lui, Gilbert, représentait toujours l'État et les six autres les représentaient. Parce désormais, il faut présenter ça comme ça. C'est-à-dire, le ministre Gilbert Ondongo, ministre d'État, représente l'État et les six autres les représentent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vérifiez les statuts de ces gens, on vous dit toujours que celui-là, c'est le pire petit confiance ou le préféré du ministre intel. Donc, en gros, on fait des comptes, tous ces gens-là, tous ces gens que je cite ici, par exemple, Yves Marquin, Aurélien Ikonga, ils devaient à tout prix représenter un gourou. Vous avez Gervais Désiré Bouti, Fiodo, à tout prix, il devait représenter aussi quelqu'un du système. Vous avez Elogitois, à tout prix, il devait représenter quelqu'un pour la création. Il y a un nom que vous venez de citer là, Gervais Bouti Viodo, c'est ça? Gervais Désiré Bouti Viodo. Lui, quand vous vérifiez sur lui, voilà, récemment, là, j'ai eu les gens qui m'ont écrit, vous avez cité le nom de Gervais Bouti Viodo, vous ne savez pas que lui, il gère les choses il gère les choses de madame. C'est-à-dire, madame, quand il parle de madame, c'est la femme du président. C'est celui qui gère les affaires de madame. C'est des messages que les gens... Ouais, vous savez, aujourd'hui, ces gens-là ont aussi leurs gens avec qui on profite de l'argent de la mafia qu'eux, ils bénéficient. Donc, ils ont automatiquement la défense. Je suis menacé par les inbox et tout, mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas leur menace. Moi, mon problème, c'est de voir des gens capables de venir contredire ce que je suis en train de dire. En tout cas, les téléspectateurs, pardon, avant de continuer, je disais, les téléspectateurs vont donc, en fait, nous pardonner. Hein. Je préfère en rire parce que finalement, après, bon, vous aurez mal à la tête pour rien, parce que c'est des réalités, franchement, qui interrogent. Et donc, si j'ai bien compris, ces nouveaux actionnaires, c'est comme ça qu'on nous avait présenté ça, les nouveaux actionnaires. Mais en réalité, c'est des gens qui représentent des dignitaires de ce pouvoir, en fait. Donc, bien sûr, arbres qui cachent des forêts. Et les vrais actionnaires, les vrais faux actionnaires, c'est ce qu'il faut dire, ce sont ces gourous du système, notamment des ministres. Si on creuse, on va se rendre compte que derrière ces personnes qu'on cite là, c'est d'autres gourous qui se cachent derrière. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Oui. Moi, je pense qu'en termes du business, on appelle ça des prête-noms. C'est-à-dire, ici, quand je lis Jean Anaclé Mampassi, je sais que dans un pays comme le Congo, ces Jean Anaclé Mampassi ne peut pas devenir actionnaire de la société LCD. Donc, automatiquement, si nous fouillons derrière ces Jean Anaclé Mampassi, nous allons trouver l'autorité. Qui est réellement le vrai actionnaire? Quand je vois Yannick Lionel Kodia, automatiquement, je vois en première position, je vois le ministre Zonabia. Parce que en 2018, Yannick Kodia travaillait comme directeur de cabinet de ministre Zonabia. Et c'est le ministre Zonabia qui initie le projet de loi, qui soumet le projet de loi au Conseil des ministres. Il dirait juge et parti. Alors, les autres noms, c'est quoi? Parce qu'on était en train de les citer, là, il y a, je crois, d'autres noms qu'on n'a pas encore cités. C'est ça? Et donc, parce qu'il y a 12 noms. 12 noms, 6 du côté de l'électricité, 6 du côté de l'eau. Et rapidement, peut-être du côté de l'électricité, si vous voulez encore. Le premier actionnaire, Valentin René Mbemba. Le deuxième actionnaire, Jean-Jacques Ikama. Le troisième actionnaire, Gaston Ondoka. Le quatrième actionnaire, Mesme Eloge Kumba. Le cinquième actionnaire, Zachary Mekemo. Le sixième actionnaire, Yannick Lionel Nkodia. Et donc, Gilbert Ondongo, dans cet homme ministre d'État, lui, il représentait l'État. Alors, quand vous venez, par exemple, du côté de l'eau, le premier actionnaire privé,
c'est Yves Marc-Aurélien Ikonga. Le deuxième actionnaire privé, c'est Gervais Désiré Bouti-Vieudo. Le troisième actionnaire privé, c'est Eloge Itoa. Le quatrième actionnaire privé, c'est Jean Anaclé Mampassi. Le cinquième, Henri Landou. Et le sixième, c'est encore Yannick Lionel Kodia. Mais vous savez que c'est même Yannick Lionel Kodia là, il est aussi le PCA de la société qui produit de l'électricité à Pointe-Noire. Donc, au même temps, actionnaire c'est-à-dire de la société électrique, c'est ça? La centrale électrique du Congo. Il est le PCA, donc le président du... donc, vous voyez? Alors, et le 24, les sociétés, donc, ils se sont présentés le 14. Le 24 août, les sociétés ont été créées, toutes enregistrées au niveau des impôts de Wenze. Ceux qui veulent bien, comme ils ont demandé les tests, je vais leur donner les tests. Le portfolio aux impôts de Wenze, voilà, ça est là. Parce que c'est le 13 septembre que ces sociétés ont été publiées au journal officiel. Quand je vois, par exemple, pour la société EKRC, le portfolio au niveau des impôts de Wenze, c'est le folio, c'est 146, 16, numéro 332. Pour la société LCD, c'est 146, 35, numéro 451. Ils peuvent aller vérifier ceux qui veulent les tests. Alors, Monsieur Perrin, qu'est-ce que nous constatons? Parce que c'est très important. Pour que nous parlons de la mafia, mais laisse-moi vous démontrer pourquoi nous parlons de la mafia. Alors, on ne peut pas parler de ces deux sociétés écarissées, mais sans pourtant repartir dans l'histoire. Parce que ces sociétés tirent leur origine des deux autres sociétés qui ont été dissoutes. J'ai ici le décret qui crée la société SN2. Mais que dit ce décret? C'est la loi numéro 5-67 du 15 juin 1967, portant création de la Société nationale de distribution d'eau. Le premier article, comme toujours, il est créé une société nationale appelée nationale de distribution d'eau, abrégée SN2. Le deuxième article est très capital. La Société nationale de distribution d'eau est un organisme d'État à caractère technique, industriel et commercial, doté de la personnalité civile, jouissant d'une autonomie financière dont la gestion est assurée suivant les règles de la comptabilité commerciale. Quand vous lisez la deuxième loi, c'est la loi numéro 6-67 du 15 juin 1967, portant création de la Société nationale de l'énergie, parce que le nom a été modifié en 1984 comme Société nationale de l'électricité, mais créé en 1967 comme Société nationale d'énergie. Que dit le deuxième article? La Société nationale d'énergie est un organisme d'État à caractère technique, industriel et commercial. Alors, Monsieur Perrin, que dit désormais la loi congolaise sur les établissements à caractère industriel et commercial? Je demande aux internautes de chercher la loi numéro 13-81 du 14 mars 1981, instituant la charte des entreprises de l'État. Parce que la SNE et la SN2, créées en 1967, étaient des entreprises de l'État. Alors, dans son article premier, cette loi dit ceci: l'entreprise de l'État est une unité économique, virgule, propriété du peuple, dont les activités courent pour le développement du pays. Donc, vous comprenez, quand on parle d'un établissement public, quand on parle de la SNE, on parle de la SN2, et selon la loi, ce sont les unités économiques, mais qui sont les propriétés du peuple. Alors,
Mais qu'est-ce que nous constatons en 2018? En 2018, ces propriétés du peuple ont été détruites carrément, sans pourtant respecter la procédure, monsieur Perrin. Je vais signaler aux internautes que le projet de la privatisation des deux sociétés ne date pas de 2018. Ce sont des projets qui datent de 1994. C'est un projet du gouvernement Lussuba. Et quand vous lisez, il y a eu une loi qui a été prise en 1994, M. Perrin. La loi numéro 2020, la loi numéro 21-94 du 10 août 1994. Dans cette loi, tout a été défini comme procédure du transfert du patrimoine public au secteur privé. Et quand vous regardez dans les annexes, les documents annexes de cette loi, la société SN2 et la société SN2 faisaient partie des sociétés qui devaient être privatisées. Donc, le cadre a été créé en 1994. Ce qui s'est passé en 2018, c'est que ce cadre qui a été créé en 1994 n'a pas été respecté. Pourquoi ce cadre n'a pas été respecté? À cause des intérêts personnels. À cause des intérêts personnels, Monsieur le Président. Oui, et Monsieur Perrin, je crois déjà être au tribunal. J'ai dit Monsieur le Président. Un lapsus révélateur, bien entendu. Mais donc, là, finalement, et de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, hein, déjà, rien que la procédure d'appel d'offres n'a pas été respectée, et ils ont voulu, en fait, s'accaparer d'une société telle qu'ils l'ont fait là, sans rien apporter. En plus, ce sont des fonctionnaires, comme vous venez de le dire tout à l'heure, et vous aviez raison, lorsque vous parlez d'un crime, évidemment, c'est un crime. C'est un crime. Oui. Ces personnes, en réalité, doivent être interpellées. Et moi, je ne comprends pas que jusqu'à la date d'aujourd'hui, je rappelle que nous sommes, nous sommes le 2 juin 2024, vous avez présenté un certain nombre d'éléments ici, sur ce même plateau, il y a, je crois, 2 semaines. Je ne comprends pas pourquoi les services, par exemple, de renseignement ou le tribunal n'interpellent pas certaines personnes pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces hommes, ces gens, ces femmes, je ne sais pas s'il y a des femmes là-dedans, mais je ne pense pas, je n'ai pas entendu leur nom, pourquoi on ne les interpelle pas? Ils seraient déjà mis, comme qui dirait chez nous, au newf. Ils seraient déjà interpellés pour comprendre ce qui se passe concrètement, parce que pendant qu'on parle de ces éléments-là, là nous sommes dans l'administration, mais sur le terrain, sur les faits, les Congolais souffrent, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau, nous avons vu dans le reportage des quartiers qui n'ont pas d'eau depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 3 ans. Quand il y a l'eau, c'est de l'eau, voilà, mais vraiment souillée, parce que, bon, même la couleur, puisqu'on nous dit que l'eau est inodore, incolore, mais l'eau qui sort dans les robinets, voilà, à Brazzaville comme à Pointe-Noire, quand il y en a, bien entendu, quand il y en a, mais en réalité, il n'y en a plus. Donc, face à cette difficulté, face à cette misère, à cette souffrance qu'endure le peuple congolais, ou les Congolais, par manque d'eau, parce que là aussi, il faut le dire, je ne sais pas si vous êtes, puisque vous êtes sur place, vous devez le savoir, que le taux de mortalité a flambé, a explosé au Congo-Brazzaville. Mais il faut se poser la question, lorsque nous disions, évidemment, l'eau c'est la vie, mais c'est la vie, quand il n'y a pas l'eau, c'est la mort. Et on le constate. Tout ça, ça n'interpelle personne. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est la question aussi que nous nous posons tous les jours au niveau du MCC. Mais pourquoi ces gens sont libres? C'est-à-dire pourquoi ces gens circulent comme s'ils n'avaient rien fait. Mais monsieur Perrin, la procédure de la dissolution de ces deux établissements en 2018 n'a jamais été respectée. Ça déjà devait faire même de ceux qui ont provoqué la dissolution les arrestations. Oui, normalement, ils devaient être devant la barre. Être interpellés. Mais la loi dit ceci. Le décret qui dissout doit automatiquement
C'est-à-dire, dans ce décret, on doit automatiquement retrouver la nomination d'un liquidateur ou plusieurs. Et surtout pour les cas de ces deux sociétés, parce que le ministre Zonaba, le 2 février, au Conseil des ministres, avait présenté le problème, c'est-à-dire la cause de la dissolution de ces deux sociétés comme des faillites. Mais la loi dit ceci. En termes de faillites, il doit y avoir un ou plusieurs liquidateurs. Est-ce qu'il y en a eu? Hein? Il y en a eu des liquidateurs, non? À quel moment? Les sociétés sont dissoues. Les sociétés sont dissoues en juin, le 13 juin. Le 7 août, on a autorisé la création de nouvelles sociétés. Le 14 août, les nouvelles sociétés sont créées. Le 24 août, les nouvelles sociétés sont publiées comme créées et les actionnaires ont commencé à travailler. C'est une bande de gens qui ont détruit la société SNE et la société SN2 et aujourd'hui ont pris le patrimoine de ces deux sociétés, ont pris le patrimoine public. Nous avons lu ici que les SNE et SND étaient les entreprises de l'État. Aujourd'hui, il y a une bande de gens qui ont pris ces entreprises en otage. Et puis, encore, il y a un truc. Il y a un truc. Quand vous lisez les statuts qui créent les deux sociétés, M. Perrin, chaque société avait 1000 actions de 100 000. Parce que les deux sociétés ont été créées par un capital de 100 millions chacun. Et quand vous prenez les 100 millions, donc vous divisez fois 1000, c'était donc 1000 actions de 100 000. Alors, donc les 1000 actions de 100 000 ont été partagées pour le compte de la société Ecaressé, ont été partagées entre les 7 personnes qui se sont présentées chez le notaire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas, parce qu'il n'y a aucun papier dans ce statut qui démontre réellement et effectivement les parts de l'État. Combien d'actions l'État détient dans la société Ecaressé? C'est seulement à la télé, quand ces gens sont en train de nous vendre de l'illusion et tout, ils nous prennent comme des idiots. Hein? On vous dit, la société Ecaressé, c'est une société anonyme unipersonnelle. Ah, mais qu'est-ce qui démontre que c'est une société anonyme unipersonnelle alors qu'en 2018, c'était une société anonyme avec un multiple des actionnaires? Et quel est donc, puisque vous en parlez déjà, quel est donc le vrai statut de ces sociétés maintenant là où nous sommes en train de réaliser cette... Le vrai statut de ces sociétés, ce sont des sociétés anonymes détenues par 7 actionnaires. Donc, 6 privés et l'État. Mais non, le problème, c'est qu'il n'y a aucun document aujourd'hui qui nous permet de connaître réellement si l'État est exactement actionnaire majoritaire. Il n'y a aucun document. Ça n'existe pas. Parce que dans le statut, dans les deux statuts, on dit seulement, oui, Gilbert Ondongo représentait l'État. Mais il représentait l'État. L'État avait pris combien d'actions? Et ces privés, chacun avait pris combien d'actions? Il représentait l'État dans le secteur de l'eau. L'État a combien d'actions dans la Congolaise des eaux? C'est ça, en fait, de compte, la cacophonie, le désordre et la mafia que nous dénonçons aujourd'hui, M. Perrin. Rien ne nous prouve que ces sociétés sont les sociétés de l'État, mais va dans le site de la société Ecaressé. Vous allez rire. On dit la société Ecaressé SA est devenue la société Ecaressé SAU. Le capital était de 100 millions. Le capital, aujourd'hui, est devenu de 110 millions. Regarde les aventuriers. Regarde l'aventure. Mais pour qu'une société quitte une société anonyme avec multiples actionnaires pour devenir une société anonyme unipersonnelle, voilà, mais il doit y avoir des modifications des documents. Mais quel est le document aujourd'hui qui prouve? Et ces documents, alors que dans le site officiel de la société Ecaressé, que ce soit dans le site officiel de la société LCD, on garde les anciens documents.
où la société a été créée par 7 actionnaires. Mais à la télé, au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, on présente les sociétés comme les sociétés unipersonnelles. Mais qui est idiot? Qui? C'est très grave. Mais qu'est-ce qu'ils disent au-delà de tout? Qu'est-ce qu'ils disent maintenant que les choses ne marchent pas? Il y a un souci d'argent, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Pour justifier tout ce qui se passe maintenant au Congo, manque d'eau, il n'y a pas d'eau, voilà. Mais la société, elle est là, les fonctionnaires de ces sociétés-là sont payés, les directeurs sont payés, à ce que je sache, ils ont des gros salaires qu'on leur donne, donc leurs revenus mensuels. Généralement, c'est autour des millions, surtout les directeurs. Eux, ils sont payés. Les agents sont payés, mais entre-temps, la population qui paye, qui a souscrit aux abonnements, n'a pas d'électricité. Mais qu'est-ce que vous pensez que les gens vont dire? Qu'est-ce que le Premier ministre peut dire? Ou encore, qu'est-ce que le président de la République lui-même va dire? Le silence aujourd'hui des autorités démontre, c'est comme si nous vivons dans un pays sans loi. On vit dans un pays sans loi. C'est comme si nous sommes dans une jungle. J'étais en train de dire hier, je disais à mes collaborateurs au niveau du MCC, si les autorités congolaises pensent que le Congo est devenu une jungle, ah mais en ce moment-là, c'est à nous maintenant les animaux de la jungle de les poursuivre et les chasser de la jungle. Une image tout à fait illustrative. En tout cas, merci Ghislain Ondele Konga. Alors, donc, non, monsieur Pérez, ça doit déranger tout le monde. Ça doit déranger. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable pour un pays comme le Congo, voir tout un quartier, tout un arrondissement être privé de l'eau. Voilà, c'est là on pendant plus de 10 ans. Ça, mais il y a aussi le quartier Plateau de 15 ans. Alors, Plateau de 15 ans, c'est carrément presque au centre de Brazzaville. Là-bas aussi, il y a des gens qui manquent de l'eau depuis pratiquement 3 ans, 10 ans. C'est des reportages qu'on pouvait proposer, mais pour les raisons de temps, on est vraiment limité dans le temps. Alors, Ghislain Ondele Konga, c'est vrai qu'en si peu de minutes, on ne peut pas tout dire. On est presque à la fin de cette séquence, mais on avait dit que c'est toute une série d'émissions parce que nous estimons que l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation sont mais vraiment capitales. Hein. Pour un pays qui se veut voilà, un avenir radieux, c'est capital. Lorsqu'on manque tout ça, ça ne va pas. Et l'eau, c'est une denrée vitale. Manquer de l'eau, c'est aller droit au mur, c'est pousser la population à la mort. Voilà pourquoi nous insistons sur l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de cette question? Non, mais c'est que... Il faut aussi rappeler qu'en 2013, je crois l'avoir déjà rappelé, que quand même 93 milliards avaient été débloqués pour un programme qu'on appelait Eau pour tous. C'était pour la construction de près de 4000 forages, mais là encore, ben voilà, depuis 2013, plus de 10 ans après, on ne voit plus rien. Donc, comme vous le disiez au départ, c'est une volonté manifeste de maintenir les Congolais dans la précarité, mais une précarité absolue, parce que quand on commence par priver l'eau à une population, bah, chacun peut déjà se faire une idée. Ouais. Mais le programme, par exemple, de l'eau pour tous, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est juste, les gens ont pris de l'argent et ils ont fait l'essentiel de mettre un peu quelques structures, et puis voilà, le reste. Regarde, quand on parle d'un projet, le projet, c'est quoi? Par exemple, on dit, on veut donner de l'eau. On veut donner de l'eau à une population qui n'a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On installe les structures. Après avoir installé les structures, on met en place un système d'entretien. C'est-à-dire un système qui ferait de telle sorte que pendant l'utilisation, voilà, un système de pérennité. Bien sûr. Voilà. Donc, effectivement. Oui. C'est ça. Non, pour eux, c'était juste mettre des structures
et laissé aux populations. Et puis ils sont partis. La meilleure des choses, c'était déjà, on a fait, on a inauguré. C'est ça le plus grand problème du Congo. On a déjà fait, on a inauguré, on a montré à la télé, voilà, on a invité le président de la République à inaugurer, c'est déjà bon. Et les mafieux empochent de l'argent. Les mafieux empochent de l'argent. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je veux encore dire à tous les Congolais que notre initiative concernant le problème de l'eau et de l'électricité n'a qu'un seul but. Le but, notre but, c'est juste que les deux sociétés, depuis très longtemps, ont joué dans l'irresponsabilité, ont causé des dégâts où ils n'ont jamais été responsables pour réparer les torts. Donc, notre but aujourd'hui, c'est juste que ces sociétés payent pour tout ce qu'ils ont détruit dans notre vie et faire de telle sorte que les pénalités abusives, leur manière de fonctionnement qui rentrent dans l'abus du pouvoir, les arnaques, les escroqueries dont nous sommes victimes, soient tous éliminés. Oui, mais ces nouveaux partenaires, ces faux nouveaux partenaires aussi, soient interpellés devant le tribunal, quitte à les répondre devant le pénal, bien entendu, parce que c'est des crimes, ce qu'ils viennent de faire. C'est mais braquage. Comme les services de renseignement jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à interpeller les actionnaires, mais ce sont des propriétaires des sociétés. Aujourd'hui, quand ça ne va pas, quand MTN commet un dégât, RTL commet un dégât, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les propriétaires de ces deux sociétés. Mais pourquoi aujourd'hui les sociétés ECAREC et LCD ont commis des dégâts, mais on ne cherche pas les propriétaires? Mais si les services de renseignement, les services appropriés n'interpellent pas ces gens, nous, au niveau du MCC, nous allons les convoquer, nous allons leur porter plainte, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Parce que tant que cette mafia ne sera pas éradiquée, que ce soit dans la société ECAREC, dans la société la Congolaise des eaux, le Congolais va continuer à souffrir. Pour que le Congolais puisse bénéficier des services de ces deux sociétés qui sont d'abord notre patrimoine, ça fait partie de l'histoire, créée en 1967. On devait être fiers de ces deux sociétés. Mais ces gens aujourd'hui qui ont pris en otage ces deux sociétés, est-ce qu'ils sont plus congolais que nous? Monsieur Perrin, si on avait lancé un appel d'offres en 2018, moi, je pouvais avoir 100 000, 200 000, 300 000 pour prendre même 3 actions dans cette société. Pourtant, oui. Oui, bien entendu. Et d'autres Congolais aussi. Mais l'action a été vendue à 100 000. Les gens se sont partagés les 1000 actions de la société ECAREC et 1000 actions de la société LCD. Aujourd'hui, ils sont assis avec les deux sociétés, ils attendent les investisseurs privés qui viendront pour revendre et gagner. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette bêtise? Qui sont ces gens? Est-ce que le fait d'être au pouvoir autorise aux gens de faire du mal comme ça? Nous n'avons pas élu le président de la République pour que nous soyons victimes. Non, nous avons élu le président de la République pour que nous soyons heureux dans notre pays. On ne peut pas élire un président de la République et puis on manque même de l'eau et de l'électricité. Et le président de la République ne dit rien. Alors que les gens sont conscients qu'il y a une mafia qui règne au sein de cette société. C'est ce que nous disons, que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Les Congolais sont fatigués et vous me disiez, avant même qu'on démarre cette émission, avec quelques hésitations, mais bon, on peut en parler comme ça, que vous avez été, bon, il faut dire, invité à la centrale d'information, c'est comme ça qu'on appelle ça, la documentation, la CID, c'est cela? Et moi, ma question était de savoir, au lieu de vous interpeller, vous, ou de vous inviter, vous, pourquoi est-ce qu'ils n'interpellent pas les mafieux, les criminels qui ont pris les sociétés d'État et pour se faire des poches, continuer à martyriser la population? Ils vous ont dit le mobile pour lequel ils vous convoquent? Oh, ben, écoute,
Vous allez découvrir sur... Demain lundi, je vais me présenter là-bas. Donc, j'ai été invité à la CEID. Je vais me présenter là-bas. J'ai été invité pour le mobile. Ils ont dit c'est pour les déplaintes. Hein. Donc, je vais aller là-bas. Je vais écouter, répondre à ce qu'ils vont me poser comme question. OK? Et au contraire, je veux aussi les informer. Je veux en profiter aussi de les informer que les vraies personnes à interpeller sont dehors là-bas. Sont dehors, bien sûr. Sont dehors là-bas. Parce que rien ne peut expliquer que vous avez déposé des plaintes au tribunal et pourquoi les services de renseignement vont vous convoquer normalement. Je ne trouve pas ça cohérent, c'est pas bon. Mais bref, il faut d'abord écouter, comme on dit chez nous en Afrique, il faut d'abord aller écouter quand quelqu'un t'appelle, il faut d'abord l'écouter, on ne sait jamais ce qu'ils vont te dire. Peut-être aussi qu'ils vont vous aider à avoir d'autres informations sur ces sociétés. Peut-être. Mener à bien le procès, pourquoi pas. C'est peut-être. Peut-être, oui, peut-être ils ont besoin des informations aussi pour poursuivre ces gens. Ben, c'est leur travail de poursuivre les criminels. C'est possible. Alors, Gisela, on est à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on retient? En définitif, en 2 mots, pour conclure. Voilà. Donc, ce que les Congolais doivent retenir, c'est que l'initiative, elle est lancée et nous allons jusqu'au bout. Et tout ce que nous attendons à la fin de cette initiative, c'est l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'électricité. OK? Alors, nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous savons que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui n'est pas hors la loi. OK? Nous respectons la loi. Et donc, voilà pourquoi nous demandons aux Congolais de continuer à se joindre à nous, de continuer à soutenir cette initiative. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal et qui dit bataille judiciaire dit toujours bataille financière. Et puis, nous avons comme des adversaires au tribunal les mafieux, les millionnaires et des milliardaires mafieux qui ont pris... Qui peuvent influencer les décisions de justice. Donc, tous ceux qui veulent nous soutenir, nous aider, peuvent nous contacter au 06 522 07 50 05 633 37 11. Merci. Et un grand merci à vous, M. Perrin. Vous avez communiqué même au Congo, c'est difficile. Déjà, parler de ces sujets, il y a d'autres chaînes de télévision qui ne peuvent pas vous recevoir parce que, au même temps, les propriétaires sont aussi les amis, frères des mafieux. Donc, ils ne vont pas accepter que vous venez sur leur chaîne pour dénoncer leurs frères qui sont des mafieux. Mais merci de l'espace que vous nous donnez à n'importe quel moment. Et je pense que vous serez toujours là à continuer à nous donner cet espace pour communiquer. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Gisela Ondélé Kanga. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen des consommateurs en République du Congo. Grand merci d'avoir encore été avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette émission pour nous aider évidemment à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de ce sujet tout à fait crucial, la problématique d'accès à l'eau potable au Congo. Brazzaville, cela nous fera énormément plaisir. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.